Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, votre émission quotidienne consacrée à la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Cécilia Creuset, cofondatrice de la start-up May et membre du mouvement Impact France, qui publie sa 3e étude des licornes à impact, ou comment ne plus évaluer le succès d'une entreprise sur sa seule valorisation financière. Connaissez-vous le concept de mass balance? Dans le cadre des nouveaux procédés de recyclage chimique des plastiques, c'est une façon de compter la part de matière recyclée dans la matière produite. Cette approche peut-elle accélérer le passage à l'économie circulaire? Cela se fait-il au détriment de l'information des consommateurs? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Famille Relais. C'est une application pour aider les aidants. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Cécilia Creuset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes membre du mouvement Impact France. On parlera dans un instant de ce 3e volet de l'étude consacrée aux licornes à impact. Mais d'abord un mot de May, l'entreprise que vous avez fondée en 2019. C'est une application destinée aux futurs parents, c'est ça ? Exactement. En fait, plus précisément, c'est une équipe de 80 professionnels de santé, des sages-femmes, des médecins, des infirmières puéricultrices, qui accompagnent les parents au travers de notre application sur des périodes très clés qui sont les périodes grossesse, postpartum, premières années de vie des enfants, des périodes où on se pose énormément de questions, c'est pas toujours simple de naviguer. Et on le fait en fait de la façon suivante. Il y a 3 grandes fonctionnalités dans notre application. Les parents, ils peuvent poser toutes leurs questions au travers d'un chat médical à notre équipe, tous les jours de 8h à 22h. Ils ont également accès à énormément de contenu fiable qui est rédigé par des professionnels de santé et qui leur est proposé de façon personnalisée. Et la 3e chose, c'est qu'ils ont aussi accès à des outils de suivi. Et donc, on fait effectivement ça depuis 4 ans. Et il y a un peu plus de 400 000 parents aujourd'hui qui se sont créés un compte sur May. Vous venez d'annoncer une levée de fonds de 7 millions d'euros. On est clairement dans un business. Est-ce que c'est aussi une mission, d'une certaine façon? Et ça rejoint le thème de notre interview sur les licornes à impact. Alors effectivement, on est une entreprise à mission et on poursuit, nous, 3 grands objectifs au travers de l'activité que je viens de vous présenter. Des parents sereins, parce qu'il y a des vrais enjeux, notamment autour de la santé mentale parentale, on pourra en reparler. Des enfants en bonne santé et contribuer à désengorger le système de santé. Et ça, on le fait au travers de notre activité. Donc en fait, effectivement, quand on grandit, c'est notre objectif. On a un impact croissant et la nouvelle levée de fonds qu'on vient de faire va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cet impact. Et May fait donc partie des entreprises qui ont participé à cette 3e étude menée par le mouvement Impact France, le Boston Consulting Group et l'ESSEC sur ces licornes à impact. Alors peut-être vous êtes en train de nous écouter, vous dites mais de quoi il nous parle déjà? On peut peut-être rappeler le concept. C'est quoi une licorne à impact? Oui, bien sûr. Alors peut-être déjà je peux dire c'est qu'une licorne normale au-delà de l'animal, c'est donc une start-up qui est valorisée plus de 1 milliard d'euros. Oui. Les licornes à impact, c'est un petit peu différent. Donc critère numéro 1, ce sont comme les licornes des entreprises jeunes qui ont moins de 10 ans. Critère numéro 2, elles sont innovantes, elles apportent une innovation de rupture, donc là aussi, comme les licornes normales, dans le champ, que ce soit dans le champ technologique, dans le champ social ou dans le champ environnemental. Mais c'est le 3e critère qui fait la différence. C'est pas tant elles ne sont pas valorisées, pour la plupart 1 milliard d'euros. En revanche, elles permettent à la société d'économiser plus de 50 millions d'euros par an. Et c'est vraiment ce 3e critère qui est extrêmement important parce que ça permet finalement de changer de regard sur ce que c'est que la valeur d'une entreprise. Et c'est tout l'intérêt de cette étude. Comment on calcule ça? Comment on calcule finalement les millions d'euros qu'une entreprise fait gagner ou économiser à la société? Alors justement, c'est toute la méthodologie qu'ont bâti les 3 acteurs dont vous avez parlé. Donc, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des représentants de l'univers académique, des grandes entreprises, au travers du mouvement Impact France, des entreprises à impact. Donc voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire et du coup, il y a quelque chose, je pense, de très... ça a été pensé avec des visions très complémentaires. Et la méthodologie qui a été établie, c'est la suivante, c'est de calculer les coûts directs évités et les coûts indirects évités. Je vais vous donner un exemple, et c'est très important parce que ça nous permet en fait de donner une valeur monétaire à l'impact qui est fait par une entreprise. Oui. Pourquoi les entreprises à impact, donc comme nous, traditionnellement, on mesure notre impact. Par exemple, je vous l'ai dit, un de nos enjeux, c'est de contribuer à désengorger le système de santé. Oui. Et donc nous, on évaluait le fait que est-ce que les gens sollicitent mieux le système de santé grâce à May. 86% de nos utilisateurs nous disent « je sollicite mieux le système de santé grâce à May ». Et donc comment vous transformez ça en euros? Ce qui arrive, c'est qu'en fait, ça, c'est très bien de se dire
dire ça. Mais alors, combien ça rapporte en euros? Eh bien, les coûts directs évités, c'est les consultations en ville ou à l'hôpital que les parents et les futurs parents ne vont pas faire. Une consultation en ville, c'est 32 €. Une consultation à l'hôpital, c'est plus de 200 €. Et donc là, on voit déjà que May permet d'éviter plus de 500 000 € de coûts par an à l'assurance maladie. Ce sont les coûts directs. Oui. Les coûts indirects, ça va être de se dire, en fait, il y a même d'autres répercussions. Par exemple, quand les parents ne posent pas une demi-journée pour emmener leur enfant chez le médecin, eh ben, ils évitent aussi de l'absentéisme. Et il y a pas mal d'autres impacts indirects. Et donc, en fait, on va sommer les coûts directs évités, les coûts indirects évités. Et avec ça, on a vraiment une évaluation monétaire de la performance globale d'une entreprise, c'est-à-dire de sa performance économique, sociale et environnementale. Ne plus évaluer la performance d'une entreprise par sa seule valorisation financière, c'est finalement ce que propose ou ce que permet la CSRD, la directive européenne sur le reporting extra-financier. On peut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, elle suscite pas mal d'inquiétudes, on en parle de plus en plus dans cette émission, elle va rentrer en service petit à petit. Pour l'instant, c'est les entreprises les plus grandes qui sont concernées. Est-ce que ça suscite plus d'espoir que d'inquiétude chez les licornes à impact? Vous voyez ce que je veux dire? Si on compare cet écosystème à l'écosystème général qui se dit « Ouh là là, c'est quoi cette contrainte supplémentaire ?» Ce qui est sûr, et là je vais parler peut-être plutôt en tout cas je peux parler de ma fenêtre, c'est que cette méthodologie, elle est simple. Elle est simple. Et elle permet de s'étalonner. Et elle permet de s'étalonner. Toutes les entreprises dans le même secteur. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet en fait de parler le même langage. Oui. Et de se dire, bah ok, super, vous contribuez à désengorger le système de santé, mais combien ça rapporte? Combien ça permet d'économiser? Et ça permet d'apporter une réponse à cette question. Et c'est là que ça permet, je crois, aussi de revisiter le dialogue entre l'investissement public et les startups, en regardant non pas seulement, comme on le disait, la performance financière, la valorisation financière, mais aussi qu'est-ce que ça rapporte à la société. Vous parlez dans cette étude sur les licornes à impact du retour social sur investissement. Alors, ça rejoint un peu ce que vous nous décriviez, j'imagine, mais si on rentre un peu dans le détail, de quoi s'agit-il? Alors l'idée, c'est de se dire, normalement, le retour sur investissement, donc ça, je pense que tout le monde le connaît. Qui regardent sont familières. Là, c'est de se dire, on ne va pas gagner que de l'argent, on va aussi pouvoir avoir un retour social. C'est-à-dire qu'il y a de la valeur qui va être créée pour la société. Si je reprends l'exemple de May, on sait que, par exemple, la santé mentale des parents est un enjeu. 2 mois et demi après l'accouchement, il faut savoir qu'un quart des femmes en France présentent des symptômes d'anxiété majeure. Ouais. 1 sur 6 est en dépression. C'est des chiffres qui sont assez alarmants. Se dire que oui, il y a des coûts qui peuvent être évités à la société parce qu'on va essayer de prévenir ces enjeux-là, c'est une chose. Mais il y a aussi une valeur sociale à avoir des parents qui sont plus confiants dans leur parentalité. Et donc, le retour social sur investissement, c'est finalement prendre en compte toutes les externalités positives d'un projet, d'une entreprise sur la société. Il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile à calculer. Vous voyez ce que je veux dire? Probablement des secteurs dans lesquels c'est plus facile à calculer, mais pour autant, je dirais que dans tous les secteurs, ça me semble essentiel d'avoir cette vision de la performance globale, parce que dans la société dans laquelle on est, on a quand même un certain nombre d'enjeux sociaux et environnementaux, et donc cette évaluation-là, je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'il y a en tout cas des secteurs qui puissent y couper. Oui. Ça valorise vos entreprises? Ça valorise l'entreprise, c'est le but. C'est aussi du coup tout l'enjeu aussi du plaidoyer du mouvement Impact France suite à cette étude. Oui. Je pense que justement, par rapport à ce que je viens de dire, au fait qu'on ait aujourd'hui de grands enjeux, de grands défis auxquels faire face, se dire qu'on va valoriser les entreprises qui impactent positivement la société, ça me semble très nécessaire. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics du nouveau gouvernement ? Alors, là-dessus, je ne parlerai pas pour le mouvement Impact France par rapport au nouveau gouvernement. En revanche, je peux vous parler des propositions qui ont été formulées à l'issue de la publication de cette étude. Et il y en a 3 principales qui permettent de concrétiser l'ambition qu'on a abordée, qui est celle de systématiser finalement la prise en compte de la performance sociale et environnementale. Les 3 propositions sont les suivantes. La première, c'est de faire des coûts évités un véritable pilier de l'investissement public, c'est-à-dire de prendre en compte finalement les coûts évités dans l'investissement public avec un système effectivement de favoriser des entreprises qui ont un impact positif. Voire de conditionner certains investissements publics. Voire de conditionner certains investissements publics. Okay. Aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas tellement le cas. La deuxième proposition, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises à impact
puissent bénéficier de certains cadres réglementaires favorables qui sont initialement destinés seulement aux startups innovantes. On parle par exemple du statut JEI, Jeune Entreprise Innovante, qui permet des exonérations fiscales, que ce statut-là puisse être élargi à toutes les entreprises de l'impact, pour que toutes en fait puissent bénéficier de ces exonérations et développer leur activité. Et la troisième grande mesure, c'est de créer un écosystème de financement qui soit très favorable aux licornes à impact. Alors, ça veut dire quoi? Un écosystème de financement dédié, en quelque sorte. Quelle forme ça pourrait prendre? En fait, on a un exemple qui est très clair, c'est celui de la French Tech. La French Tech, je pense que c'est un de nos grands succès. L'objectif, c'était de permettre l'émergence de licornes tout court. Et si je ne me trompe pas, on en a une petite trentaine en France, des startups qui sont valorisées plus d'1 milliard. Je crois qu'on peut s'en enorgueillir. On pourrait avoir un French Impact qui pourrait bénéficier pas seulement, alors on a des formes, on a Tech for Good, etc., mais là vraiment d'avoir quelque chose d'élargi et qui puisse véritablement favoriser, encourager par un cadre réglementaire et en fléchant des investissements, favoriser l'émergence de champions de la transition. Parce que parmi les licornes tout court, effectivement une trentaine, il y en a assez peu qui sont directement dans l'environnement de la transformation environnementale. Ça peut être un peu une déception, ça. La French Tech. Il y en a quand même il y en a. Ensuite, le dispositif n'a pas été pensé pour. L'objectif, c'était des startups qui soient valorisées à 1 milliard. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, et c'est le mouvement Impact France pousse beaucoup cette idée-là, et en tant que membre, je le soutiens activement, de dire qu'on mette la même ambition pour faire émerger d'aussi beaux champions, mais qui aient vraiment cet objectif unique de contribuer à la transition sociale et environnementale. On espère que cette étude sera en haut de la pile du nouveau ministre de l'économie. Merci beaucoup, et de la transition environnementale aussi. Merci Cécilia Creuset. Elle est à retrouver sur le site du mouvement Impact France, j'imagine, l'étude. Voilà, c'est tout simple. On passe tout de suite à notre débat, le débat de Smart Impact. C'est parti. Le débat de Smart Impact, on parle de recyclage des plastiques, notamment d'un procédé, je vous l'avoue, je ne le connaissais pas, vous allez peut-être le découvrir avec moi, le procédé Mass Balance, avec Frédéric Merle. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargé de développement chez Eura Materials, et Christophe Douki de Boissoudi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Directeur général de Novamont France et président de l'Association française des compostables biosourcés. On va présenter rapidement vos organisations respectives. Eura Materials, de quoi s'agit-il? Alors, Eura Materials, c'est une association et dont le rôle est d'accompagner les industriels vers leur transition environnementale, transition technologique, vers des matériaux et des procédés ayant moins d'impact environnemental et étant plus performants, plus sobres d'un point de vue énergétique, d'un point de vue matière. Et donc, cette association regroupe à peu près 200 membres qui sont tous acteurs de l'innovation et du développement économique. Ce sont des industriels, d'abord. Oui. Ce sont aussi des laboratoires universitaires, des centres techniques et différents organismes qui représentent les entreprises, syndicats professionnels, etc. Les compostables biosourcés, on parle de quoi? Alors en fait, on a remplacé le mot bioplastique par compostable biosourcé. Parce que le mot bioplastique, ça regroupe beaucoup de choses. Le côté origine végétale, donc biosourcé, le côté compostable ou biodégradable, mais ça peut très bien être indépendant. Et dans cette association, on n'a que des plastiques, plus exactement des matériaux à caractéristiques plastiques, qui sont à la fois biosourcés, donc d'origine végétale, du moins en partie, et également biodégradables et compostables. Je voudrais qu'on commence par un constat peut-être sur le recyclage des plastiques en France, Frédéric Merle. Est-ce qu'on est un peu les mauvais élèves de l'Europe? J'ai retrouvé ce chiffre, c'est le ministère de la Transition écologique qui nous le donne. 23% des emballages plastiques sont recyclés. Ça nous place où, ça? Ça nous place malheureusement pas en tête du peloton européen. On est même plutôt effectivement un mauvais élève. Et on ne parle là que du plastique issu des emballages, parce que si on parle du plastique issu par exemple du textile, c'est 1% aujourd'hui des textiles qui sont recyclés. Donc effectivement, il y a un gros problème qui est lié à plusieurs facteurs, qui est lié à un problème de récupération de la matière, en fait, de collecte, l'organisation de la collecte,
mais aussi aux capacités qu'on peut avoir aujourd'hui technologiques pour recycler de manière efficace ces matières plastiques. Oui, et on va rentrer effectivement dans le cœur de notre sujet. La chimie biosourcée, c'est Christophe Douquet-Boissoudy, c'est une piste d'amélioration justement de cette statistique? Alors, la chimie biosourcée a un intérêt, c'est que toute la partie carbone, c'est-à-dire carbone footprint, on en a tous entendu parler, ça permet effectivement d'avoir un carbone renouvelable. Et donc, au moment du recyclage, quand il y a des dégagements de carbone, de CO2, généralement, c'est un carbone qui est originaire du végétal et donc qui rentre dans le cycle du carbone, donc qui vient de l'atmosphère pour retourner dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que le biosourcé a un intérêt. Alors, cette méthode mass balance, c'est quoi? C'est un mode de calcul, Frédéric Mel? Oui, c'est un mode de calcul. Alors, pour vous donner un exemple, pour essayer d'être clair, c'est par exemple quand vous achetez votre énergie verte. Voilà, votre fournisseur d'énergie vous dit on va vous fournir 100% de votre énergie comme de l'énergie verte. Or, il se peut qu'en fait, dans le mix énergétique de ce fournisseur, il y ait 50% d'énergie verte et il y ait 50% d'énergie issue d'autres sources de production. Qu'est-ce qui lui permet de dire c'est 100% alors il a la possibilité légalement d'attribuer en fait les 50% d'énergie qu'il a récupéré vraiment de ressources vertes à ses consommateurs de manière en fait discriminante en quelque sorte. Donc il va dire oui, j'ai un crédit et ce crédit je vais choisir de le donner à 100% à certains consommateurs qui vont payer plus cher. Oui, je comprends. Et alors pour les plastiques, si je prends les emballages plastiques le plus simple pour le consommateur de base, comment ça s'applique le procédé mass balance? Moi je vais lire sur une étiquette emballage recyclé et là aussi il peut y avoir cette idée de crédit ou de pourcentage de matière recyclée vraiment présente dans l'emballage, c'est ça? Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait le recyclage chimique, c'est une nouvelle technologie qui apparaît sur le marché, que les industriels découvrent cette technologie et que ça coûte cher à mettre en œuvre. Donc, ils ont des obligations, s'ils veulent rentabiliser cette nouvelle technologie, pour qu'elle se déploie et elle prenne de l'ampleur, d'utiliser ce système de mass balance, de crédit, parce qu'en amont, il y a peu de matière recyclée, et en aval, pouvoir la recréditer de manière discriminante, ça leur permet d'être beaucoup plus efficaces en fait et de mieux faire passer le message auprès des utilisateurs, des acheteurs. Christophe Douquet-Boissoudy, est-ce que c'est ce que je comprends, nécessaire pour faire entrer le recyclage des plastiques dans une phase supérieure en quelque sorte? Alors, il y a un intérêt au niveau déjà des attributions, comme vient de le dire à l'instant. C'est l'attribution de combien y a-t-il de recyclage, de pourcentage de recyclage, mais sur toute la chaîne, parce que c'est un mode de calcul qui intègre l'ensemble de la chaîne, de l'origine jusqu'à la fin. Et là, on va voir effectivement combien on a utilisé sur toute la filière de recycler. Alors, pour les compostables biosourcés, on utilisera le système de mass balance davantage sur le biosourcé. Alors, soit on a un biosourcé directement utilisé pour faire la matière première, les plastiques. Donc, on sait qu'on utilise tant de matières d'origine végétale pour faire le plastique en lieu et place du fossile. Soit, et ça c'est le mass balance, on regarde tout ce qui a été utilisé en végétal, donc carbone biosourcé, sur l'ensemble de la chaîne pour compter, éventuellement maximiser ou pas, mais ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera à l'intérieur du produit, donc ce sont deux modes de calcul différents. Mais en revanche, c'est très intéressant sur toute la partie analyse sur le cycle de vie. Oui, je comprends la logique. Alors, question de Béotien. Est-ce qu'il y a des plastiques qu'on n'arrivait pas à rentrer dans la chaîne de recyclage qu'on peut faire rentrer avec ce calcul-là? Frédéric Merle. Oui, en fait, c'est tout l'intérêt du recyclage chimique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recyclage des plastiques, il est principalement mécanique. Mais à travers le recyclage mécanique, on est très limité en termes de recyclage, et notamment pour le retour à l'alimentarité des matériaux plastiques. Aujourd'hui, typiquement, il n'y a que le PET, les bouteilles de PET, qui sont l'objet d'un recyclage mécanique et qui retournent à l'alimentarité.
pour la majorité les autres, des autres plastiques. D'autres usages. On ne peut pas réutiliser pour l'alimentaire. D'accord. Parce qu'ils sont sensibles aux polluants, parce qu'ils sont mélangés, ce sont des mix de différents matériaux plastiques. Si on voulait les réutiliser pour l'alimentaire, il y a un risque très fort pour la santé humaine. Donc c'est impossible aujourd'hui. Ouais. Le recyclage chimique vient apporter une solution parce qu'on va pouvoir effectivement décontaminer soit décontaminer le matériau, soit revenir au polymère de base. Et ce polymère, voilà, il sera sans danger. Et on pourra refaire des nouveaux plastiques avec. D'où l'intérêt, effectivement, de cette technologie. Oui. Christophe Douquil-Boissoudi, il y a quand même une question d'information du consommateur. Absolument. Oui. Et on peut se dire qu'on est un peu à la limite du greenwashing, j'emploie un gros mot volontairement. Parce que moi, j'achète un pot, je reviens sur mon pot de yaourt, j'achète un pot de yaourt, il y a marqué emballage recyclé, je pense qu'il est recyclé. Si finalement, non, c'est des crédits et puis il a été fait à partir de matières fossiles, si je suis hypersensible à la question, j'ai le sentiment d'avoir été floué. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la raison, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle on a le même souci au niveau du biosourcé et de la définition du biosourcé. Donc il y a ces deux façons d'attribuer, soit ce qui est effectivement à l'intérieur du produit, soit tout ce qu'on a calculé de biosourcé de l'origine. Et c'est pour ça que je soulignais les analyses sur le cycle de vie, l'impact global du produit sur toute la chaîne. Donc là, en revanche, le mass balance permet d'avoir un produit au niveau de l'ensemble des industriels qui a un plus environnemental. Et là, c'est intéressant. En revanche, quant à ce qu'on doit écrire sur le produit, on peut très bien décider, je dirais, d'attribuer le mass balance à l'ensemble de la chaîne lorsqu'on parle d'avantage environnemental sur tout le produit, et éventuellement répondre à des législations qui demandent un minimum soit de recyclé, soit de biosourcé, et éventuellement sur l'affichage du produit, de ne se concentrer éventuellement que ce qui a été effectivement utilisé en recyclé ou en biosourcé dans le produit. Est-ce qu'il faut une réglementation plus précise, Frédéric Merle ? Est-ce que vous l'attendez, vous ? Ou est-ce qu'elle est suffisamment précise pour le consommateur ? Je reviens au consommateur. Pour l'instant, la réglementation n'est pas encore complètement établie. Il y a des grosses discussions au niveau de l'Europe entre les industriels, entre les instances réglementaires, pour justement choisir les méthodes d'attribution, l'attribution aussi dans le cadre des analyses de cycle de vie. Parce qu'aujourd'hui, recyclage chimique n'a pas d'impact sur l'analyse de cycle de vie. Il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré comme un élément différenciant et ayant une plus-value pour le moment. Donc effectivement, il y a la réglementation qui doit se mettre en place. Je pense qu'il faudra que cette traçabilité, dans le temps, elle soit très suivie. Et que les industriels, à fur et à mesure qu'ils développent des procédés plus performants, ils aient l'obligation d'informer le consommateur et aussi d'être beaucoup plus exigeants sur leur façon d'attribuer les crédits et la façon dont c'est réalisé sur place dans les usines pour contrôler qu'effectivement on ait quand même le maximum de traçabilité. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas, il faut aider les aidants. Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours avec Fabrice Vallée. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Famille Relais, vous l'avez créé avec Michael Guez. Vous venez de lancer l'appli, c'est tout récent, il y a quelques jours. Peut-être revenons à la genèse. Pourquoi vous avez lancé cette application ? Comment est venue l'idée en quelque sorte ? Alors, il faut savoir que Famille Relais, c'est une application pour aider les aidants. Oui. Tous les aidants. Et comme souvent dans les questions d'aidants, c'est une histoire personnelle. Avant tout, c'est celle de mon associé, Michael, que je connais depuis 30 ans. On était dans différentes sociétés avant. Et on se côtoie, il me raconte un peu ce qu'il fait professionnellement. On parle à un moment du privé, il me parle de sa mère. Il est aidant de sa mère, elle a Alzheimer, et il me parle de tout ce qu'il fait. Et plus il me parle, plus ça résonne en moi, parce que ma mère, à ce moment-là, a un cancer. J'accompagne aussi ma mère, mais je ne suis pas aidant, je ne sais pas ce que c'est qu'être aidant. Oui, juste, je suis un bon fils. Oui, vous n'avez pas intégré le fait que vous faites partie des millions de Français qui sont aidants. Des 11 millions de Français qui aident 6 millions de personnes vulnérables. Et parce qu'on creuse, on décide d'en parler autour de nous, et on s'aperçoit en fait que tous les aidants, en gros, ont les mêmes soucis, à savoir, ils parlent d'isolement, ils parlent de souffrance au travail beaucoup, et de charge mentale.
Et nous, avec Michael, on est des faiseurs, on est des bons gars. On a une grosse expertise sur le numérique. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur Internet. Michael a fait énormément d'applications. Et on se dit, il doit y avoir possibilité de mettre notre expertise au service des aidants, de tous les aidants. Donc, quand on parle de tous les aidants, ça veut dire les personnes en charge qui accompagnent des personnes vulnérables, handicap, maladie et grand âge. Oui. Et toutes les personnes en perte d'autonomie. Et donc, ça devient cette application. Quels services sont proposés sur cette appli ? Alors, l'idée, c'est d'essayer vraiment de réinsuffler du collectif au sein d'une bulle familiale élargie aux intervenants extérieurs, les professionnels de santé, la femme de ménage, l'auxiliaire de vie, élargie aux voisins. En fait, tous les acteurs qui sont impliqués autour d'une personne dépendante et qui, de près ou de loin, peuvent jouer quelque chose, peuvent apporter quelque chose. Et donc l'application va leur permettre très simplement, parce qu'on s'adresse à des personnes âgées, on s'adresse à des personnes handicapées qui n'ont plus forcément une dextérité, ça va leur permettre de communiquer, de se coordonner, d'échanger des informations essentielles sur la personne, de façon à s'assurer un suivi des soins permanents, de façon à savoir qu'est-ce qui se passe chez papa quand j'y suis pas. Et papa qui s'appelle grand-père ou papy ou Jacques pour d'autres, qu'est-ce qui se passe? Qui intervient? Qui fait quoi? Demain, je dois l'accompagner chez le médecin, je sais qu'il n'y a pas d'accès PMR, qui vient avec moi? Oui, effectivement, donc une communauté autour de la personne qui est soit en situation de handicap, maladie, etc. ou grand âge. C'est quoi le business model? Ce sont les familles qui s'abonnent, ce sont des entreprises qui aident leurs salariés? C'est quoi l'idée? En fait, il y a deux piliers. Il y a un premier pilier qui est B2C, on va dire, qui est une personne dans ce groupe va prendre un abonnement qui va couvrir l'ensemble du groupe. Cet abonnement, il coûte 4,99 € par mois pour tout le monde. L'idée étant que le prix ne soit pas vraiment une friction. Au sein des familles, on ne sait jamais, donc 4,99 €. Mais mieux encore, et on a beaucoup de sociétés maintenant qui commencent à venir vers nous, c'est que ce soit l'employeur qui offre cet abonnement à l'ensemble de ses employés, parce que le fait d'être salarié aidant crée énormément de soucis de charge mentale, d'absentéisme, de perte de productivité, etc. Et moi, j'ai une approche qui est très utopique. J'aimerais aider tous les aidants, partout, gratuitement. Justement parce que les sociétés qui comprennent l'approche héroïste, on n'est pas dans la philanthropie. Il y a vraiment un calcul. Il y a un retour sur investissement. Il y a un retour sur investissement. Je ne peux même pas vous dire ce que c'est de manière normale, parce que la subtilité de la langue française va poser problème. Il est de 1%. Mais en fait, c'est 100 pour 1. C'est-à-dire que vous allez investir 1 et je vais vous garantir 100 de recouvrement de productivité. Ce qui est intéressant effectivement dans la démarche d'une entreprise, c'est que souvent, les salariés qui sont aidants n'en parlent pas. Vous disiez vous-même, moi j'étais aidant sans le savoir, bon, très bien. Déjà. Et puis il y a aussi parfois des gens qui ont un peu honte, c'est de l'ordre de la vie privée, et donc ils n'en parlent pas très peu dans l'entreprise. Pour aller dans votre sens, c'est vrai, on n'en parle pas, parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne l'est pas encore et qu'on va le devenir demain, parce qu'il y a quelqu'un qui tombe, qui se casse le col du fémur, parce que quand vous êtes dans un environnement politique, économique qui n'est pas parfaitement safe, en particulier quand vous êtes une femme, quand vous avez déjà eu des enfants, des congés maternité, que vous avez expliqué que le mercredi après-midi, ça ne va pas être trop possible, et que maintenant vous aimeriez lever la main pour dire, au fait, le jeudi non plus, si vous êtes ambitieuse, vous avez peur de la discrimination, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas facile, etc. Donc, il y a ça. La réalité aussi, c'est que le Covid a changé un petit peu les choses et que les gens parlent un peu plus. Et donc, les entreprises sont de plus en plus ouvertes à cette démarche. Merci beaucoup, Fabrice Vallet. On est donc au tout début de l'aventure. Bon vent à Famille Relais. Merci encore d'être venu dans Smart Impact. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très vite.